Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous avoir choisis pour vous informer et vous avez raison. Le président de la République est arrivé cet après-midi d'Abidjan. Ibrahim Boubacar Keïta prenait part au 44e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre, les membres du gouvernement et les corps constitués. Pour rappel, notre pays a été salué pour ses efforts dans son processus de stabilisation lors de l'ouverture du sommet de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, a aussi décoré les troupes de la CEDEAO qui ont participé à la libération de notre pays. Voilà le président de la République qui est arrivé cet après-midi d'Abidjan. Le 44e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO a donc pris fin aujourd'hui. Un nouveau président dirige désormais la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Il s'agit du président ghanéen John Dramani Mahama. Choisi par ses pairs, plusieurs chantiers attendent le nouveau président, nous précisent nos envoyés spéciaux Adama Kamara et Amadou Sankaré. Je suis très heureux de vous dire que les chefs d'État se sont concertés et donc ont décidé de porter à la tête de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO mon frère et ami, le président John Dramani Mahama, président de la République du Ghana. Pour ce mandat d'un an à la tête de la CEDEAO, plusieurs chantiers attendent le président John Dramani Mahama. D'abord, sur le plan politique, l'institution doit accompagner la Guinée-Bissau à réussir les élections générales du 13 avril prochain. Ensuite, la poursuite de la mise en œuvre des vaches chantiers des infrastructures initiés par son prédécesseur Alassane Ouattara à l'image du projet de construction de l'autoroute Côte d'Ivoire-Nigeria. S'il y a des secteurs sur lesquels est attendu le nouveau président en exercice de la CEDEAO, c'est bien ceux relatifs aux réformes institutionnelles et économiques de l'organisation. Les chefs d'État de la CEDEAO ont saisi cette opportunité pour rendre un hommage mérité au président sortant. Et c'est le chef de l'État du Mali qui a été désigné pour porter ce message. Nous, chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, réunis les 28 et 29 mars 2014 en notre 44e session ordinaire à Yamoussoukro, exprimons notre profonde appréciation à son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, président en exercice de la CEDEAO, au gouvernement et au peuple ivoirien, pour l'hospitalité authentiquement africaine qui nous a été réservée ainsi qu'à nos délégations. Nous lui rendons en particulier un hommage bien appuyé pour les réalisations remarquables obtenues dans le processus d'intégration économique et de stabilisation politique en Afrique de l'Ouest sous son mandat et le leadership de notre organisation régionale bien-aimée, la CEDEAO. À cet égard, nous, chefs d'État et de gouvernement, exprimons notre admiration au président Alassane Ouattara pour la maîtrise et l'efficacité avec lesquelles il a conduit nos travaux et qui ont contribué de manière significative à la formulation de décisions pertinentes en vue de l'approfondissement du processus d'intégration. Au regard de l'importance des sujets examinés, nous lui sommes également très reconnaissants pour l'atmosphère détendue qui a prévalu au cours de nos débats, ainsi que pour les excellentes facilités mises à notre disposition pour le succès de notre session. Le président Ouattara s'est dit honoré par ses pairs. Nous avons tous mesuré le chemin parcouru dans le renforcement de notre communauté. Cela a été possible grâce à la solidarité qui caractérise notre union et dont j'ai bénéficié dans l'exercice de mon mandat. Je voudrais donc remercier chacune et chacun de vous, ainsi que les populations de notre communauté, pour lesquelles nous continuerons d'œuvrer sans relâche.
À travers moi, c'est une opportunité que vous avez donnée au peuple ivoirien d'ajouter une nouvelle pierre à notre édifice régional. Monsieur le Président de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, je voudrais pour finir vous assurer à nouveau de notre soutien et vous dire que nous serons tous à vos côtés. Je sais que la CEDEAO est entre de bonnes mains et continuera sa marche vers le développement, le renforcement de la démocratie, la paix et la sécurité. Je suis certain qu'avec vous, notre organisation connaîtra de nouveaux succès pour l'amélioration du bien-être de nos populations. Ainsi s'achèvent les travaux de la 44e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Rendez-vous est pris au Nigeria en 2015 pour la 45e session. Je vous le disais tantôt, c'est le Premier ministre qui a lancé ce matin à Tchefala, dans la région de Koulikoro, la campagne nationale d'insémination artificielle. L'opération consiste à inoculer à une vache une sémence animale de haute valeur génétique susceptible d'augmenter la production laitière et de viande rouge. La campagne concerne 10 000 bovins à travers tout le pays. Le chef du gouvernement a assuré que les ressources financières nécessaires seront mobilisées pour maintenir les coûts de l'insémination à la portée de l'ensemble des éleveurs. Nos envoyés spéciaux à Tchefala sont Bourama Traoré et Dembawan. À cette vache de 6 ans, le Premier ministre Oumar Tatamali inocule la première dose de sémences génétiques. À l'image de celle-ci, 10 000 autres bovins à travers le pays seront inséminés. La campagne nationale d'insémination artificielle 2014 est ainsi lancée. De quoi s'agit-il? C'est-à-dire, on apporte des semences exotiques, de lait ou bien de viande sur des vaches qui ont une moindre potentialité. Donc le fruit de cette insémination donne un sujet plus performant que la race locale, mais moins performante que la race exotique. De façon précise, l'insémination artificielle permet d'augmenter la production laitière. Illustration, une vache inséminée donne en moyenne 10 litres de lait par jour au lieu de 2 litres actuellement. Les animaux métis issus de cette insémination auront une production laitière journalière de 15 à 20 litres pendant une période de lactation de 9 mois, ce qui permettra à l'horizon 2018 d'augmenter considérablement notre production laitière, entraînant une réduction drastique de notre facture d'importation en lait et produits laitiers qui oscille entre 15 et 20 milliards de francs CFA chaque année. Aussi, la production de viande rouge sera renforcée par l'apport aux embouchères de tous les jeunes mâles, les génisses non retenus par le schéma de sélection pour la reproduction et toutes les vaches hors d'usage et réformées. C'est un vaste programme d'insémination que le gouvernement mettra en œuvre sur les 5 années à venir. Il s'agit concrètement d'inséminer chaque année 10 000 vaches contre une moyenne de 1 500 avec un taux de réussite attendu de plus de 60%. Un dispositif est mis en place pour atteindre cet objectif. 12 postes fixes d'inséminateurs seront installés et équipés dans les régions administratives du Mali et une équipe mobile de 8 inséminateurs assureront les inséminations sur les 5 actes du district de Bamako, que sont les parcs communaux du district Tchefala, Sibi, Kati et Negela. Dans cette quête de l'amélioration de la production laitière et de viande, le Mali est soutenu par le Royaume du Maroc. La Fondation Mohamed VI a récemment offert aux éleveurs maliens 125 000 doses de semences animales de haute valeur génétique, de quoi contribuer à la réussite de la campagne nationale d'insémination. Outre le don de semences par le Maroc, le gouvernement de la République du Mali s'engage à accompagner ce programme par la mise à disposition des ressources financières nécessaires pour maintenir les coûts de l'insémination à la portée de l'ensemble des éleveurs. J'engage le département chargé de l'élevage à suivre et faire des évaluations périodiques de la mise en œuvre de cet important programme de nos filières de production pour le bonheur de nos concitoyens. L'augmentation de la production de lait, sa valorisation ainsi que la production d'une viande rouge de qualité procède de notre ferme volonté d'œuvrer à l'émergence de pôles de croissance économique autour de filières de production porteuses.
Cette volonté du gouvernement est partagée par les éleveurs du Mali. Ceux-ci s'engagent à multiplier par 5 le niveau actuel de production laitière. Cet objet est pertinent et il est résiliable si en amont un certain nombre de problèmes sont pris en charge. Le premier problème est l'alimentation. Le prix de l'animal bétail est passé de 100 000 à 210 000 francs CFA la tonne en une semaine. Le second problème est la sécurité foncière et la sécurisation des exploitations pastorales. Et de poursuivre que prendre en compte ces préoccupations, c'est promouvoir la production laitière. En la matière, la commune rurale de Tienfala est l'une des localités pilotes du pays. Sur les 5 000 litres de lait fournis à Bamako par jour, 2 000 proviennent de cette commune, située à 35 km de la capitale. Le réseau des femmes africaines, ministres et parlementaires du Mali a animé ce matin une conférence débat. Elle porte sur la mise en œuvre des objectifs du millénaire pour le développement au Mali, progrès réalisés, contraintes et perspectives. Rachel Tissougué, compte rendu. Les objectifs du millénaire pour le développement ne seront pas tous atteints pour l'année 2015 au Mali. Cela est dû à la crise politico-sécuritaire qui a secoué notre pays. Mais l'engagement de nos dirigeants à éliminer l'extrême pauvreté, à promouvoir l'autonomisation des femmes et à assurer l'éducation primaire pour tous reste ferme. C'est le constat fait par le réseau des femmes africaines, ministres et parlementaires du Mali. Et il faudra une volonté politique réelle et des actions concrètes et fortes pour briser ces chaînes qui handicapent le développement de notre pays. C'est ainsi qu'il faut à la base promouvoir l'éducation et la formation professionnelle des filles, développer l'alphabétisation des femmes rurales et améliorer leur accès au foncier, au système de production et aux services financiers de base. Selon le ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement passe obligatoirement par la réconciliation et la sauvegarde de la paix. Tout le monde parle de réconciliation et chacune est en train de faire quelque chose pour que la communauté internationale soit consciente que le Mali doit recouvrer sa souveraineté à 100%, son unicité à 100%. Au cours de cette conférence, il a également été question du projet Village du millénaire à Dioro, Ségou et Tombouctou. Il consiste à mettre en œuvre des stratégies de développement communal intégrées dans le domaine de la santé et de l'éducation. Il est désormais disponible. Il s'agit du rapport général sur le code d'éthique et de déontologie de l'enseignement et du chercheur en République du Mali. Le document est constitué d'une quinzaine de pages. Il a été élaboré par une commission dont les travaux ont commencé le 20 mars dernier. Garibou Pérou nous présente ce rapport. Les chapitres consacrés à l'éthique et à la déontologie de notre système scolaire s'ouvrent. Voici ce qu'on peut lire dès les premières pages du code remis au ministre de tutelle. L'enseignant et les chercheurs doivent éviter dans le service comme dans la vie privée tout ce qui serait de nature à compromettre le renom de leur profession. Le document protège aussi l'enseignant, l'apprenant et même les œuvres des infrastructures scolaires et universitaires contre toute violence. Ce projet de code que nous vous proposons aujourd'hui a été âprement discuté, page par page, chapitre par chapitre, article par article, afin que nous puissions offrir à nos apprenants, enseignants et chercheurs un outil de travail garantissant une meilleure protection des acteurs de l'école. Les codes prévoient des dispositions générales qui l'instituent, qui définissent les termes de base, qui fixent ses objectifs et son champ d'application. Le code prévoit des devoirs pour l'enseignant et le chercheur. Il précise pour ceux-ci leurs responsabilités. Les points identifiés par le code sont pertinents, reconnaît le ministre de l'Enseignement supérieur. Pour une solution durable à ces problèmes, le ministre Diko demande à chaque acteur beaucoup de sacrifices. Cette école et ce pays sont les seuls que nous avons. Et si on ne les fait pas, personne ne le fera à notre place. Donc, il y a un moment de sacrifice absolument important qui doit être le lot des enseignants et des enseignantes de ce pays-là. C'est eux qui doivent
donner le sens du sacrifice, le sens du partage, le sens de la solidarité, le sens de l'engagement pour son pays. L'enseignant se distingue par des exigences morales. Ce code qui fait recours à l'éthique et à la déontologie et qui sera bientôt mis à sa disposition pourrait servir d'outil référentiel, car il fait appel au respect, à la qualification professionnelle, à l'équité et à la... C'est parti pour la 3e édition du Salon du textile artisanal de Bamako. Placé sous les signes de la citoyenneté, de la paix et de la solidarité nationale, la cérémonie d'ouverture était présidée par le ministre de l'Artisanat et du Tourisme. Le salon se fixe comme objectif d'encourager la transformation et la valorisation du coton local. Youssouf Diakité nous fait le point. Le salon du textile artisanal de Bamako est un espace d'échange, de rencontres d'affaires, de valorisation et surtout de promotion de nos produits locaux, particulièrement la transformation du coton sur place. Ce combat ne pourra être gagné, interpelle les initiateurs du salon sans une volonté politique affichée. Ce qui a motivé le salon, c'est le fait que les populations locales en Afrique ne consomment pas leurs produits. Donc nous, les artisans qui travaillent dans la filière du textile artisanal, nous avons de grands problèmes d'écoulement de nos produits. Aucun pays ne peut se développer comme ça en consommant les produits d'autrui. On consomme les produits d'autrui, on leur donne du boulot. C'est ça, on leur donne du travail. Et nous autres qui sommes ici, on est là à travailler, personne ne consomme nos produits. Donc c'est pour montrer au public malien, aux populations locales, que les artisans du textile artisanal sont là, ils font du beau travail. Plusieurs communications ont meublé le lancement du salon, 3e édition d'ailleurs. Des communications fondamentalement basées sur l'apport socio-économique de nos produits s'ils sont consommés chez nous. Des salons de ce genre doivent être encouragés. Les stylistes maliens, c'est-à-dire, sont confrontés à des problèmes de matières premières parce que généralement toute la production de coton est exportée. Donc il reste une infime quantité pour l'utilisation locale. Donc ce que je lance un appel vibrant au ministère de l'Agriculture, à la CMDT, qu'on puisse sortir un quota pour nos stylistes maliennes. Le programme de lancement de cette 3e édition du Sataba 2014 était riche en couleurs, défilés de mode, prestations d'artistes, témoignages, comme pour dire notre succès se trouve dans la mise en valeur de notre créativité. Cet objectif ne peut être atteint qu'avec tous pour une cause commune, l'atteinte de la croissance économique. Le ministre allemand de la coopération en séjour dans notre pays a visité les réalisations faites par l'Allemagne dans le domaine du développement communautaire à Tienfala. Il était l'hôte du maire de cette commune rurale et du ministre délégué chargé de la décentralisation. Brahima Koné, témoignage. L'hôte du maire de la commune de Tienfala s'est beaucoup réjoui de l'engagement des plus hautes autorités du Mali pour la réussite de la décentralisation. Le ministre allemand de la coopération, Gerd Müller, s'est dit également prêt à accroître ses domaines d'intervention, ce qui devra mieux profiter à Tienfala et à d'autres communes du Mali. Il a fait une promesse après que nous-mêmes nous ayons élevé beaucoup de défis. Nous avons fait des centres de santé. Et nous avons fait beaucoup d'autres infrastructures. Pour le ministre délégué chargé de la décentralisation, il faut prévaloir le développement communautaire par le biais de la coopération bilatérale. La commune rurale de Tienfala est une commune pilote. Il y a tout un ensemble également d'activités rentrant dans le renforcement des capacités donc, de la commune de Tienfala. Donc nous sommes venus réellement avec le ministre allemand pour fêter la réussite en fait de cette coopération dans le domaine de la décentralisation. Le ministre allemand de la coopération est visiblement satisfait des réalisations des autorités municipales de Tienfala. Gerd Müller les invite à poursuivre les efforts sur la voie du développement. L'Allemagne et le Mali sont des amis et c'est la raison pour laquelle nous appuyons votre maire, votre commune et ça va continuer comme ça. Le ministre allemand de la coopération visite l'adduction d'eau, l'école et les locaux de la mairie de Tienfala. Des réalisations faites dans le cadre de la coopération avec la République fédérale d'Allemagne.
Direction la 4e région où se poursuit la 8e édition de la Bourse nationale aux céréales. Près de 60 000 tonnes, toutes céréales confondues. C'est le stock disponible pour cette édition. La cérémonie de lancement a été présidée par le ministre du Développement rural, Bokari Treta. Le reportage de Condicila. Durant 2 jours, les négociations au cours de cette 8e édition de la Bourse nationale aux céréales vont porter sur 58 956 tonnes, toutes céréales et produits céréaliers confondus. Les échantillons présentés à travers une quinzaine de stands vont des produits de semences aux produits de transformation, en passant par les céréales et les produits maraîchers. Cette initiative de l'Amassa Afrique Verte de l'APECAM, l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali ainsi que de leurs partenaires, vise à mettre en relation les zones de production comme la région de Ségou, excédentaire en produits agricoles, et celles des régions déficitaires. La production de riz à elle seule représente plus de 65% de la production nationale, ce qui fait classer la région au premier rang en production céréalière. Pour cette 8e édition, l'une des attentes majeures est de pouvoir formaliser des contrats à l'issue des négociations qui vont permettre l'accessibilité des produits maraîchers sur les marchés à des prix abordables. En 2012, il y avait 39 contrats qui avaient une valeur de 1,2 milliard. Et on souhaiterait cette année qu'on fait marcher les 2 milliards. Ma conviction, c'est que vraiment donc la bourse, au-delà de la mise en contact vraiment acheteur-vendeur, doit donc mener des réflexions tous azimuts, comment gérer au mieux donc les surplus de production et comment renforcer les capacités de résistance de nos petites exploitations, des exploitations familiales aux divers chocs qui nous éviteraient que, pendant une période de l'année, nous sommes vraiment donc les grands producteurs, nous avons une grosse production sur les bras et nous avons des difficultés d'écoulement, et pendant une autre période de l'année, nous n'avons pas suffisamment de ressources et nous sommes obligés d'aller sur le marché, payer vraiment donc les produits de notre consommation à des prix exorbitants. La représentante résidente du PAM, Sili Aydok, et celle de la FAO, Fatmata Seïd, ont réitéré leur engagement à soutenir l'initiative pour sa pérennisation. Toujours à Ségou, visite du ministre de la Jeunesse et des Sports. Par cette visite, Mamadou Gaussou Diarra voulait s'enquérir de l'état des infrastructures socio-éducatives et les conditions de travail des agents de la direction régionale. Honoré Tchenou. Voir de près l'état des infrastructures, les conditions de travail du personnel de la jeunesse et des sports pour une bonne mise en œuvre de la politique gouvernementale, voilà en substance la mission qui a amené le ministre de la jeunesse et des sports, Mamadou Gaussou Diarra, à Ségou. Le ministre a ainsi visité le stade Amaridaou, les locaux de la direction régionale et le centre de formation des jeunes. Au stade Amaridaou, je veux dire que c'est un stade qui est dans l'ensemble bien entretenu. Mais maintenant, le souci, c'est la fréquentation. Il faut que nous puissions être inventifs, créer des activités et amener les jeunes et le public ségovien à fréquenter ce lieu-là. Il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup d'investissements pour justement les jeunes. Et aujourd'hui, nous sommes là pour essayer de faire l'État et faire en sorte que ces initiatives et ces investissements-là soient utilisés à bon escient. Après la visite des infrastructures, le ministre a tenu une conférence de cadre avec les siens pour mieux expliquer la vision du gouvernement pour notre jeunesse. Pour nous, il y a des objectifs que nous nous sommes assignés à atteindre qui visent non seulement à établir des bonnes pratiques et développer collectivement, c'est-à-dire avec tous les acteurs, les concepts. Cette jeunesse a besoin d'être structurée. Ensuite, nous devons travailler à faire en sorte que les nouvelles technologies puissent être utilisées à bon escient par notre jeunesse. Le ministre Mamadou Gaussou Diarra avait auparavant offert de l'outil informatique à la direction régionale de la jeunesse et des sports de Ségou, une façon pour lui de remettre les gens au travail. En 5e région, lancement du projet triennal 2014-2016 de renforcement de l'appui à l'agriculture durable d'un coût de plus de 440 millions de francs CFA. Le projet couvre 48 villages des cercles de Bankas, Koro et Badjangara. Yacouba Maïga, correspondance. Le projet triennal 2014-2016 de renforcement de l'appui à l'agriculture durable dans les cercles de Bankas et Koro vise le renforcement des acquis
d'une première phase mise en œuvre sur la période 2011-2013. Il s'inscrit en droite ligne des activités d'un vaste programme d'accompagnement du monde paysan à l'agriculture durable initié en 1990 par Caritas Mali du diocèse de Mopti. L'objectif du projet est de consolider la sécurité alimentaire au niveau de 48 villages. Je suis convaincu qu'avec son budget de 443 300 300 francs CFA, dont 27 838 000 francs CFA de participation locale, il apportera une valeur ajoutée significative dans le développement socio-économique des localités cibles. Les populations bénéficiaires de cette œuvre caritative par la voie des autorités trouvent cette initiative plus que pertinente. Le présent projet contribue assurément à l'augmentation de la production et de la productivité, luttant ainsi contre la pauvreté. Les activités de la phase précédente ont été sérieusement perturbées par les événements survenus dans notre pays. Toutefois, l'évaluation a retenu que le niveau de réalisation des 5 résultats avait du mérite. Ce projet couvre 16 communes, dont 4 dans le cercle de Bankas, 10 dans le cercle de Kourou et 2 dans le cercle de Bandiagara. Le forum Paix et Réconciliation à Tombouctou, c'est pour demain. Et déjà, les délégués nationaux à la semaine de Tombouctou commencent à rejoindre la ville sainte. À noter que l'événement a pour objectif de proposer des pistes de réflexion et des éléments de dialogue qui vont participer au maintien des liens inter- et intracommunautaires. Adama Djimde nous en parle. À Tombouctou, les différentes couches sociales, Sonraï, Arabes et Tamashek sont dans la dynamique de tourner la page de la crise. La vie a pratiquement repris son cours normal dans les commerces et autres lieux où blancs et noirs se côtoient en toute fraternité. C'est dans ce contexte que s'ouvre ce dimanche la semaine de Tombouctou pour la paix et la réconciliation nationale. Ici, l'idée est favorablement accueillie. Je trouve que les forums qui doivent être organisés ici à Tombouctou a une très grande importance parce que ces assises d'abord, ça ne doit pas se régler au niveau national, mais plutôt je le trouve que ça doit se régler au niveau régional ou bien au niveau communautaire. C'est l'occasion idéale pour l'ensemble de nos communautés, toute la société confondue, de s'exprimer, de dire ce qu'ils ont sur le cœur, afin que les problèmes puissent être résolus et réglés définitivement. Sur le terrain, près de 500 délégués sont attendus venant des 8 régions et des pays limitrophes du Mali. Déjà, l'administration a commencé un véritable balai aérien pour déverser des dizaines de participants à l'aéroport. Pour d'autres, l'accent doit être mis sur le retour des réfugiés. On a besoin d'amener tous ceux qui sont partis à Mauritanie, à Algérie, à Burkina Faso, de venir, qu'on se parle, nous sommes tous des frères, on n'a qu'à venir ici à Tombouctou, c'est notre ville. Y prennent part les représentants de l'État, ceux de la société civile, les forces armées de sécurité, les chefs de quartier et de fraction, les femmes aussi bien que les jeunes. Ces derniers sont appelés à construire une vision commune favorisant le processus de réconciliation et de développement des régions nord du Mali. Voilà, le forum Paix et Réconciliation à Tombouctou, c'est pour demain. 15e session du conseil d'administration du Centre national de recherche et d'expérimentation en bâtiments et travaux publics. Plus de 900 millions de francs CFA, c'est son budget, nous dit Alpha Maïga. Les administrateurs du Centre national de recherche et d'expérimentation en bâtiments et travaux publics sont réunis ici pour la 15e fois. C'est à la faveur de leur conseil d'administration. La présente session se tient dans un contexte particulier qui nécessite une optimisation des ressources du centre, aussi bien humaines que matérielles, et ce, pour une meilleure exécution des missions qui lui sont assignées. Les administrateurs ont échangé sur la situation du budget 2013 et le projet du budget 2014. En 2013, on avait un budget d'environ 900 millions. Le CNRS a intervenu notamment les chantiers de construction de bâtiments. Nous avons intervenu sur des chantiers importants de routes, comme la Corniche à Bamako. Nous avons intervenu sur la route Banamba-Touba. Pour 2014, Massina Diafara-Betenenkou, qui va sûrement reprendre. Il y a la deuxième phase de la route Bamako-Ségou. Le budget 2014 près d'1 milliard de francs CFA. Il permettra au centre de relancer ses activités. Un centre qui connaît aujourd'hui beaucoup de contraintes. Notre méconnaissance du grand public, alors que nous intervenons pour tout le monde,
Donc nous intervenons pour faire des études pour les sols de construction des bâtiments et des ponts. Nous intervenons pour le contrôle de la qualité des matériaux. Garantir l'art de construire et du coup maîtriser le métier et faire avancer la recherche sont entre autres visions et missions assignées au Centre national de recherche et d'expérimentation en bâtiments et travaux publics. Engager le débat sur la nécessité d'aller vers l'énergie solaire, voilà l'objectif visé par le Forum des ONG internationales au Mali qui a organisé un cocktail énergie en partenariat avec des ONG nationales intervenant dans les domaines d'énergie renouvelable. Youssouf Diakité, compte rendu. L'harmonisation des points de vue s'avère incontournable pour la valorisation de l'énergie solaire. C'est la question fondamentale débattue pendant ce cocktail énergie. Un cocktail qui regroupe une dizaine d'ONG nationales et internationales. Le décade 2014-2024, c'est le décade de l'énergie durable pour tous, une initiative des Nations Unies. Et nous avons organisé la réunion, c'est pour essayer d'informer et de sensibiliser les ONG qui travaillent dans beaucoup de différents domaines, que l'énergie, l'accès aux services énergétiques, c'est transversal et concerne tous les secteurs de développement. Plusieurs communications ont été faites pendant les cocktails, des communications qui démontrent l'importance et l'impact positif sur particulièrement le monde rural. L'énergie pour tous me parle principalement de l'accès et de la gratuité de l'accès, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut acheter. Et pour le moment, la seule énergie pour tous qu'on peut voir autour de nous, c'est le soleil. Et le cas du Mali, on a près de 3000 heures d'ensoleillement par an. Je crois qu'on a tous intérêt à développer des activités, en cas du XXIe siècle, pour l'accès de l'énergie vers le soleil. La stratégie énergétique du Mali est un secteur crucial pour que puisse se réconcilier développement économique et enjeux environnementaux, tout en prenant en compte les impacts lourds sur la santé que peuvent avoir l'utilisation d'équipements inadaptés, notamment en matière d'énergie domestique. Pour gagner ce combat, ont-ils expliqué qu'il faut la conjugaison des efforts et une volonté politique affichée. L'ONG World Vision a remis ce matin 280 kits scolaires au ministère de l'Éducation. Sokona Kamisoko était présente. L'ONG World Vision s'engage à améliorer la qualité de l'enseignement fondamental pour tous les enfants âgés de 11 ans d'ici 2015. Elle vient de remettre un équipement au ministère de l'Éducation, estimé à plus de 32 millions de francs CFA, composé entre autres des guides de l'enseignant niveau 1, des textes de lecture, des cartes alphabet, des radios avec MP3, des plaques solaires. Notre vision pour l'éducation au Mali, c'est que les enfants, à la fin du cycle primaire, c'est-à-dire le premier cycle fondamental, puissent être capables de lire et de comprendre ce qu'ils lisent. Le bien-être de l'enfant est au cœur des interventions de World Vision Mali. Dans sa zone de couverture, un progrès a été fait par rapport à l'accès à l'enseignement fondamental, soit un taux brut de scolarisation de 81,50% en 2012-2013, grâce à la construction de 361 salles de classe au cours des 5 dernières années. Pour l'utilisation judicieuse de cet équipement, 97 conseillers des 14 centres d'animation pédagogique des académies d'enseignement ont été formés sur l'approche équilibrée et l'enseignant interactif par la radio. Le geste de l'ONG World Vision s'inscrit dans le cadre de l'exécution de son programme Éduquer pour la vie. Fin des travaux du 5e congrès de la Fédération de l'éducation nationale. Un nouveau bureau de 33 membres a été mis en place, dirigé par Tcherno Mokhtarli du SILDEF. Daouda Sidiki Diarra nous présente ce nouveau bureau. Après 2 jours de travaux, la commission d'investiture du 5e congrès de la Fédération de l'éducation nationale a mis en place un nouveau bureau de 33 membres. Ce bureau est dirigé par Tcherno Mokhtarli du SILDEF. Le bureau, par ma voix, sollicite l'accompagnement et la mobilisation de toutes les militantes, de tous les militants dans le cadre du collectif des syndicats de l'éducation. Je souhaite que le partenariat et la confiance mutuelle qui ont toujours caractérisé nos relations se maintiennent et se consolident. Cela ne saurait se réaliser tant que les deux parties ne respectent pas leur engagement. Je profite de cette occasion qui m'est offerte
pour témoigner avec vous de tout l'effort consenti par le gouvernement dans la recherche du mieux-être des enseignants. Les acquis du bureau sortant, auquel le secrétaire général sortant avait fait allusion hier, en sont un témoignage éloquent. Le Congrès recommande à tous les militants de la FEN un comportement exemplaire tant dans l'accomplissement de leurs tâches que dans leurs relations avec les élèves ainsi que le reste de la société. Il recommande également la poursuite des efforts pour la réalisation de l'unité d'action syndicale et la création du collectif des syndicats d'enseignants, entre autres. Rendre l'utile à l'agréable, le dicton cadre bien avec les objectifs visés par Oxfam et la coalition des organisations de la société civile pour l'éducation pour tous. Les deux organisations conjuguent leurs efforts pour la promotion des droits civiques des enfants et des jeunes. Pour cela, elles ont organisé un concert pour faire passer le message suivant: My right, my voice, mon droit, ma voix en français. Mohamed Ould Mamouni a assisté aux 10 concerts. C'est dans le but de contribuer à la sensibilisation des populations et au plaidoyer des décideurs sur les droits des enfants et des jeunes qu'Oxfam et la coalition des organisations de la société civile pour l'éducation pour tous ont initié le projet intitulé My Right, My Voice, autrement dit Mes droits, ma voix. Ce concert est l'un des volets du projet. Sensibiliser à travers la musique, ses choix s'expliquent. Nous profitons de ce concert, bien sûr, pour lancer des messages liés à l'éducation sur la santé de la reproduction, mais de façon générale sur les droits des jeunes. Ce projet vient en appui à la politique éducative du gouvernement qui s'articule autour du droit pour chaque citoyen à l'instruction et à une éducation de base de qualité. Je remercie Koussep Mali pour avoir eu cette initiative, parce que comme vous avez pu le constater, non seulement les belles sonorités nous rentrent dans les oreilles, mais le message également nous est rentré dans la tête et dans l'esprit que tout le monde doit œuvrer ensemble pour faire de l'éducation pour tous, la santé pour tous au Mali, une réalité. Comme on le dit, joindre l'utile à l'agréable, ces shows ont enregistré la participation des artistes de renom comme Van Baxi, Fouseni Fakori Doumbia, Kaladjou la Bande ou encore Makuate numéro 1. Culture, à la 3e édition du Festival international de Séléngué, dénommé Urban Music and Mode, a démarré. Elle a été marquée par une conférence débat sur la responsabilité de la jeunesse face à l'insécurité routière. Le festival, c'est aussi la découverte de sites. Les festivaliers ont en effet pu apprécier la cité artisanale et agricole de Kangari. Suivons le reportage de nos envoyés spéciaux à Séléngué, Moussa Tidjane Kanté, Aloubé Kone et Modibo Souari. Le Festival international de Séléngué démarre sa 2e journée par une conférence débat sur le thème « Responsabilité de la jeunesse face à l'insécurité routière ». Animée par la directrice de la Nazaire, cette conférence vise à sensibiliser les jeunes festivaliers sur les dangers de la route et les préjudices du non-respect du code de la route. Il faut être prudent dans la circulation. Parce que je peux, moi, respecter le code de la route, mais si mon vis-à-vis ne respecte pas le code de la route, mon vis-à-vis est pressé, c'est qu'il y aura un conflit entre nous. Durant 3 jours, le festival sera un cadre de communion avec des conférences débats, expositions de vente d'objets d'art, de la musique. Bref, la commune urbaine de Baya va accueillir des festivaliers venant de partout. On a pris beaucoup de dispositions. Dans le cadre de la restauration aussi, les femmes ont été formées pour ça, pour que la nourriture ne manque pas. Il y a des hôtels, donc maintenant, et puis encore, pour le point sécuritaire, donc maintenant il y a une commission sécurité. L'accompagnement des autorités ne fera pas défaut, surtout quand on sait que cette 3e édition est placée sous le signe de la paix et de la réconciliation nationale. Toutes les dispositions sont prises pour que la fête soit belle. Séléngué, une ville située à 130 km de Bamako, sera sous les projecteurs au bénéfice de la mode et de la musique. Voilà le festival qui continue jusqu'à demain, à dimanche, à Séléngué. Séléngué qui est à environ 150 km de Bamako. Sport, football, 2 rencontres au stade Modibo Keïta hier. C'était au compte de la 12e journée du championnat national de Ligue 1. Match nul entre le stade malien de Bamako qui occupe la première place du classement et l'ASB 0-0. Victoire du CSK 2-0 face à Elwidj Dagelog de Kidala. Aljumatina nous en dit plus.
Le centre Salif Keita, tout de bleu vêtu, confirme sa forme du moment en Ligue 1. Quelques jours après avoir tenu en échec le leader du championnat, le Stade Malien de Bamako, cette fois-ci le CSKA s'est offert la victoire lors de cette rencontre de deuxième journée contre ASL Ouidja. Les boys et leur jeu fluide font preuve d'efficacité dans cette partie. Car à la 20e et 25e minute, ils marquent 2 buts par Adama Djouma, un joueur prêté par l'ambassadeur de Koutiala. La rencontre est ainsi pliée à partir de cet instant, puisque le score n'évoluera plus. Auteur des 2 buts centristes, l'attaquant Koutialais se félicite de sa prestation. Le CSKA semble retrouver un nouvel état d'esprit, à l'opposé de l'équipe kidaloise qui continue de découvrir la dure réalité de la première division. Restons avec la 12e journée où le leader du Stade Malien a de nouveau perdu des points. Tenu en échec lors de la journée précédente, c'est au tour de l'ASB de tenir tête aux Blancs de Bamako, qui seront même outrageusement dominés pendant les premières 45 minutes. En deuxième période, le stade a beau chercher à marquer, mais en vain, car les Verts de Grand-Tébrou avaient cadenassé leur milieu et leur défense. 0 but partout, score final. Le Stade Malien reste toujours leader, mais pourrait se faire rattraper, voire se faire dépasser au classement par ses poursuivants qui sont le Djlouba Athletic Club et le Club Olympique de Bamako. Voilà, c'est la fin de ce journal. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Et les programmes de l'ERTM continuent à retrouver d'Alex dans Jouvence aux environs de 23h. Grand merci à vous qui nous suivez, qui nous regardez du Congo, Kinshasa. Je vous souhaite une bonne soirée de samedi et à demain.